Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. La rédaction de Congo Opportunities Media est très heureuse de vous présenter le magazine de suivi et évaluation du programme du gouvernement Feuille de route. En bon chef de file, le Premier ministre Matata Ponyo a effectué une descente afin de s'enquérir de l'avancement de travaux de rénovation des deux bateaux passagers ITB Kokolo et MB Gungu. Marcel Katonia et Sampi Sonoya nous relatent les faits. Après plusieurs années, le gouvernement de la RDC est décidé à améliorer les conditions de vie de la population, notamment dans les secteurs fluviaux, avec la remise sur pied des deux bateaux passagers de l'ex-Onatra, à savoir ITB Kokolo et MB Gungu, qui sont en train d'être réhabilités sur fonds propres du gouvernement. Un bon chef pour s'assurer de l'avancement de travaux, le Premier ministre Matata Ponyo a eu à faire le déplacement du fleuve Congo pour visiter les bateaux ITB Kokolo au chantier naval de la Société commerciale des transports et ports SCPT ex-Onatra et MB Gungu au chantier naval Chani Metal dans la commune d'Engaliema. L'objet de la visite était de s'imprégner de l'état d'avancement de travaux de réhabilitation de ces deux unités flottantes. Sur place, le Premier ministre a suivi avec attention les explications fournies par les directeurs généraux de la SCPT et les chefs du chantier naval d'Indolo et l'administrateur délégué du groupe Chani Metal. Au terme de cette visite, les chefs de l'exécutif congolais s'est exprimé en ces termes. Bon, le constat, c'est que les travaux avancent bien. Nous aurions souhaité que les travaux avancent plus que ça. Mais il y a certainement des raisons qui expliquent que les travaux n'aient pas avancé comme nous le souhaitions. La prévision, c'était que le bateau commence à travailler le 30 juin, prévision initiale. Mais les techniciens viennent de nous expliquer que, compte tenu des normes de sécurité, ce qui est important aussi, la sécurité des vies humaines, cette remise à flot pourra se faire éventuellement avant septembre et au plus tard au mois d'octobre. Bon, nous disons qu'il faut que le service technique de l'ONATRA travaille nuit et jour pour que l'un des symboles de la révolution de la modernité du chef de l'État puisse se réaliser très rapidement. Les deux bateaux passagers de l'ex-Onatra, ITB Kokolo et MB Gungu, sont en train d'être réhabilités au chantier naval de Chani Metal et Ndolo. Voici ce que sera leur architecture après leur réhabilitation. Explication avec Aimé Moubangani. Il convient de signifier que ce projet de réhabilitation de ces deux navires s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité et du quinquennat du social du chef de l'État Joseph Kabila et de son gouvernement. Notons, la réhabilitation du bateau MB Gungu relève du partenariat entre la SCPT et la société belge Chani Metal. C'est une initiative du gouvernement congolais qui finance l'ensemble des travaux à hauteur de 6,7 millions d'euros, soit 8,9 millions de dollars américains, pour une durée ne dépassant pas 14 mois. Selon les termes de ces contrats, il est prévu que le groupe Chani Metal entreprenne la réparation complète de la carène du navire au moins des tôles marines. Chani Metal doit également installer deux nouveaux moteurs de 400 chevaux vapeur chacun, deux nouveaux groupes électrogènes de 170 kVA, deux chambres froides ainsi qu'une petite usine de potabilisation d'eau. Requinqué, le MB Gungu sera également doté d'un équipement de literie et des gilets de sauvetage. Il disposera en outre de 4 barges neuves, dont 3 pour les passagers et une autre pour les cargos. Quant à l'ITB Kokolo, dont les travaux de réhabilitation ont été lancés en janvier dernier, ce bateau est destiné à assurer les transports des passagers et des cargos sur le fleuve Congo, et c'est là sur l'axe Kinshasa-Kisangani, en passant par Mbandaka, Lissala, Bumba et Basoko.
Il devrait répondre des trafics sur le fleuve Congo, en principe au dernier trimestre 2014. L'ITB Kokolo est long de 25 mètres et large de 15 mètres pour une capacité de 1200 passagers et 2000 tonnes de marchandises. À la fin des travaux de réhabilitation, ce navire comprendra une superstructure, un compartiment contenant la chambre froide et une capacité d'une trentaine de chambres et appartements de luxe. Mais à cette superstructure, on va lui associer les barges à passagers qui sont aussi en réhabilitation, question de permettre à ceux qui vont choisir de voyager par bateau d'être dans de bonnes conditions. Ainsi, les soucis de l'exécutif congolais, c'est de voir la SCPT réhabilitée sur fonds propres d'autres embarcations pour relancer les trafics des passagers et des marchandises sur le fleuve Congo et ses affluents. Pour plus d'éclaircissement, la rédaction de Congo Opportunities Media a fait appel à un expert en navigation internationale. Le professeur Deokar Mugagou, directeur du Centre régional de formation en navigation intérieure. Il est au micro d'Aimé Moubangani et Sampisonoya. L'initiative du gouvernement est saluée aussi par les experts, à l'instar de M. Deokar Mugagou Bissimwa, directeur du Centre régional de formation en navigation intérieure et une structure de la Commission internationale du bassin du Congo Ubangi-Sagu, CICOS en sigle, qui a pour mission de promouvoir la navigation intérieure et la gestion intégrée des ressources en eau transfrontalière. Ces spécialistes en navigation donnent ici son appréciation de l'action du gouvernement. C'est une fierté parce que le domaine était abandonné. Les états des lieux que nous avons menés à la CICOS, quand on nous l'a confié, nous nous sommes retrouvés qu'il n'y avait plus de bateaux pour transporter les passagers. Si je vous montre les images, c'est une honte, c'était une catastrophe de voir que les passagers, les riverains, font des voyages de plusieurs mois à côté de bêtes, des cochons, des animaux, parfois sur des barges à hydrocarbures, avec leurs brasiers, avec le risque qu'on peut avoir des explosions. Un gouvernement comme celui de la RDC qui a pris le taureau par le corne en essayant de réhabiliter ce mode de transport, les transports de passagers. Nous sommes très fiers et nous comprenons qu'au moins, les temps que nous avons fait à travailler, il y a eu quelqu'un qui reçoit. Et ça, c'est un coup de chapeau au gouvernement de la RDC qui est en train de se distinguer en appuyant des actions pour soutenir la population riveraine. Et cela, comme nous disons souvent, on ne peut pas parler du développement socio-économique au niveau du bassin du Congo, et particulièrement en RDC, sans mettre à contribution les transports par voie d'eau intérieure, la navigation intérieure. Ça fait plus d'une décennie que les bateaux à passagers de l'ex-ONATRA n'ont plus flotté sur le fleuve Congo. En principe, la reprise de ces trafics nécessite plusieurs préalables ou défis. Le directeur Deokar Mugagou Bissimwa en parle. Le défi numéro 1 dans le cadre de la navigation, c'est d'abord le balisage. La RDC a été dotée de routes de navigation que j'appelle des routes naturelles pour la communication. Et des routes que les systèmes d'exploitation qui a été mis en place, c'est de les exploiter à l'état naturel. Tout ce qu'on demande à la République de faire, c'est de faire la signalisation. Où se trouve le cours d'eau qui a le plus d'eau. Ce n'est que ce suivi qui doit être fait par la régie des voies fluviales. Ça demande des moyens. Il faut que la navigation se passe jour et nuit. La population a besoin d'une mobilité. Maintenant qu'il y a l'avion qui est en concurrence, on veut arriver très vite. Il faut travailler jour et nuit. Il ne faut pas qu'on s'arrête parce qu'il y a des bancs de sable qui n'ont pas été localisés. Et ça, c'est un préalable. Deuxième défi, il faut aménager au niveau des ports, des quais pour accueillir ces gens. Il faut aménager, ça nous appelons des plateformes portuaires. Au niveau des ports, il faut aménager des espaces pour que les passagers éventuels puissent se retrouver là. Pas comme on a vu passagers et marchandises ensemble. Quelqu'un qui est venu en veste et c'est lui qui est en train de transporter la farine, vous vous retrouvez que vous ne pouvez plus faire du tourisme sur le fleuve. N'est-ce pas? De l'autre côté, il faut les moyens de transport, c'est ce qui est en train d'être refait. Hein? Et de l'autre côté, c'est par là qu'il faut commencer, c'est les ressources humaines.
La formation et le recyclage de personnel qui devrait assurer la commande de ces navires s'avèrent indispensables. Voici ce qu'en pense cet expert en navigation et professeur de surcroît. C'est bien bon d'investir, mais à qui vous allez confier ces bateaux? Les bateaux, ce sont des grands investissements. Les paquebots de ces gens, ce sont des bateaux qui peuvent vous coûter plus de 3 millions, 5 allant jusqu'à 10 millions si on les a bien équipés. Les gens que vous transportez dedans, les risques qu'il y a, la nature que vous devez conserver, ça demande beaucoup de responsabilités. C'est pourquoi nous sommes très sévères dans la formation des capitaines, des responsables à bord, des mécaniciens navals, de chefs mécaniciens à bord. Ce sont les deux têtes qui sont là et les équipages qui sont là. Les équipages doivent être bien formés. Nous sommes très contents parce qu'au niveau de la RDC, le ministre des Transports et Voies de Communication a encore une fois montré la bonne volonté d'appuyer, de former le personnel, hein, mais pour ceux qui exploitent, ils doivent être formés. De la même chose que le gouvernement appuie ces centres, il devrait continuer à imposer aussi, maintenant que l'administration veille à ce que l'attribution des permis de naviguer pour ce personne, donc les titres de capacité, soient réellement effectués de la façon réglementaire telle que le prévoit le Code de la navigation fluviale et la CUS de la RDC. Et quand cela est respecté, nous pouvons être sûrs que les gens seront dans des hôtels flottants. Ils seront heureux. Et cela fait partie de nos rêves. Après avoir suivi cette série de reportages, je vous invite à présent à découvrir les avis et réactions du public dans la rubrique « Qu'en pense le peuple ?» Merci au gouvernement pour cette initiative. Hier, c'était les bus Transco. Aujourd'hui, c'est la réhabilitation des bateaux. Contrairement à la pirogue, le bateau est plus rapide et les risques sont moindres. Que le gouvernement continue sur cette lancée, ça sera une bonne chose. Non, de toute façon, on ne peut que faire des éloges au gouvernement, on ne peut qu'encourager cela parce que, après tous les transports, c'est ce qui amène le développement dans un pays. C'est-à-dire s'il faut relancer des bateaux, faire le fleuve là d'abord, c'est un moyen de transport. C'est-à-dire si nous avons un grand fleuve qui quitte de Kinshasa jusqu'aux provinces orientales, c'est-à-dire il y a au moins 3 provinces, c'est-à-dire s'il faut relancer ces bateaux-là, ça aiderait la population, ça aiderait à évacuer les produits de l'intérieur ici à Kinshasa. Donc je crois que c'est très important. J'encourage le gouvernement pour ça. Bon, moi, je ne peux que dire au gouvernement d'exécuter réellement et faire le suivi de ce qui va être financé comme argent par rapport à cette activité ou par rapport à ces travaux de relance de la voie fluviale. Quand les bateaux transportent la population, ils doivent aussi respecter le nombre de gens embarqués. C'est-à-dire s'il faut embarquer 100 personnes dans ces bateaux, il faut embarquer 100, il ne faut pas embarquer au-delà de 100. On en a marre de manger des chinchards. Je demanderai, moi d'ailleurs mon souhait à moi, que ces grands fleuves ici, si notre gouvernement pouvait acheter des chalutiers pour qu'on fasse des pêches industrielles ici, ça sera très important, ça profitera à la population. Il faudrait une très bonne expertise. Une bonne expertise, de façon qu'on doit avoir de très bons techniciens à la matière, machinistes, tout ce qui est équipage, qu'on ait de très bons techniciens, c'est une bonne chose. Je salue l'initiative, c'est une bonne chose, c'est pour les sociales de la population, c'est mieux. En ce qui concerne la rubrique « Finances publiques », nous allons suivre la publication des perspectives de l'Organisation des coopérations et développement économique. Mettre fin au conflit et consolider la paix en Afrique, un appel à l'action, le thème d'un panel de discussion interactive tenu à l'initiative du groupe de haut niveau sur les États fragiles. Des animateurs, pas des moindres, d'anciens chefs d'État, sud-africains Thabo Mbeki et nigérian Olusegun Obasanjo, le président de l'ABAD, Donald Kaberuka, et un invité surprise, le président rwandais, Paul Kagame. Le panel a fait le point sur un rapport commandité par l'ABAD sur la question des conflits en Afrique et sur la nécessité de mettre un terme à ces conflits pour reconstruire le continent, mais aussi asseoir la paix et ressortir un plan d'action des résolutions au niveau africain. Patrice Kitebi, représentant de la République démocratique du Congo à ses assises, nous ont fait le résumé. Ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, les conflits sont très particuliers
très spécifiques. Il y a évidemment des traits de caractère plus ou moins général, mais les différents conflits sont très particuliers. Les conflits naissent pour beaucoup non seulement d'une insatisfaction des populations, mais surtout d'un problème de crise de leadership. Plus que des personnes fortes, on a besoin d'institutions fortes, mais comme cela a été souligné également, avant d'avoir des institutions fortes, on a besoin d'avoir un leadership fort, un leadership visionnaire, qui met un accent particulier sur les questions de paix et de sécurité, qui met un accent particulier sur la question de la résolution des inégalités, qui met un accent particulier sur d'autres problèmes de pauvreté, et le leadership africain est appelé à se manifester, non pas lorsque les problèmes sont déjà nés et que les gens sont en train de s'entretuer, mais plutôt les dirigeants africains sont appelés à anticiper sur les problèmes pour mettre un terme à ces conflits qui finalement ne font qu'endeuiller l'Afrique et retarder ses perspectives de développement. Le dossier de la semaine est consacré à la participation du Premier ministre Matata Ponyo Mapon à la réunion mondiale sur l'éducation pour tous qui s'est tenue à Mascate, capitale du sultanat d'Oman. Il est signé Placide Matobe. L'invité d'honneur à titre exceptionnel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, est venu à Mascate, capitale d'Oman, partager l'expérience du pays de Joseph Kabila en matière de promotion du secteur de l'éducation. C'est ce mercredi 14 mai 2014 que le chef du gouvernement, Matata Ponyo, devra dérouler devant les participants à la réunion mondiale sur l'éducation pour tous, les stratégies congolaises, que dis-je, le miracle congolais portant sur la construction des 1000 écoles chaque année avec un budget annuel de 100 millions de dollars américains. Ça s'appelle consécration ou reconnaissance internationale ici à Mascate, la capitale d'Oman. Les exploits du gouvernement congolais, dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, reconnu au plus haut sommet du monde de l'éducation. Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, cette agence du système des Nations Unies, a salué ce qu'on peut appeler le miracle congolais. Et maintenant, mesdames et messieurs, permettez-moi d'ailleurs de féliciter à cet égard la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier ministre, pour son engagement à bâtir un système éducatif plus efficace et plus inclusif, afin d'assurer l'enseignement primaire gratuit pour tous, à travers la construction de 1000 nouvelles classes cette année et l'année qui vient, et la formation des enseignants avec le programme de l'UNESCO financé par la Chine. En présence des sommités du monde, experts internationaux et du représentant du sultan d'Oman, Sa Majesté Qaboos bin Saïd Al-Saïd, Matata Ponyo Mapon a résumé avec brio les actions du gouvernement en matière de l'éducation, et cela sous le leadership du président Joseph Kabila Kabange. Tous ces progrès, nous les avons réalisés dans l'ambition programme du gouvernement de la République, soutenu par le président de la République, Joseph Kabila, dont le développement est fondé sur l'appui à l'éducation. Depuis 2010, nous avons donc des actions qui ont trait notamment à l'accès, à l'équité et à la rétention. Nous avons donc mis en route la gratuité de l'enseignement primaire qui a été lancée depuis 2010. Nous avons mis un programme ambitieux de construction de 1000 écoles chaque année, donc 12 mois pour la construction de 1000 écoles. Nous avons aussi mis en route la mécanisation progressive des enseignants de l'école primaire. Nous avons procédé aussi à la distribution des 190 000 tôles aux communautés pour les aider à pouvoir donc changer la toiture des écoles, surtout dans le milieu rural. Nous avons lancé aussi une campagne très agressive pour pouvoir amener les parents à inscrire leurs enfants
dans l'école primaire et nous l'avons fait avec l'appui de l'UNICEF. Nous avons aussi mis en route un programme de bourses d'études aux jeunes filles qui sont en dehors de l'école et nous le faisons avec l'appui des DFID et d'autres structures comme Educated Child. Nous avons aussi l'autre dimension de notre action, c'est la qualité et la pertinence de l'enseignement. Nous avons, dans ces cadres, fourni près de 18 millions de manuels scolaires et des guides pédagogiques pour l'ensemble des enseignants. Nous avons aussi développé une politique nationale de formation continue, tout comme nous avons lancé la construction des centres des ressources pédagogiques pour la formation des enseignants et nous le faisons avec l'appui de l'USAID et l'appui de l'Agence française de développement. Nous avons aussi procédé à la révision des programmes d'enseignement, essentiellement pour l'enseignement primaire et l'enseignement technique et des formations professionnelles. Nous avons aussi fait des organisations de toutes les évaluations des enseignants, des enseignements et des apprentissages. La troisième dimension de notre action qui vise à améliorer l'enseignement, c'est la gouvernance du système éducatif. Ceci est très important pour pouvoir garantir la sécurité de l'enseignement. Et là, mesdames et messieurs, il y a une nouvelle loi cadre de l'enseignement qui vient d'être donc promulguée par notre chef de l'État depuis le 11 février 2014. C'est une loi qui essaie d'améliorer sensiblement la qualité et la formation des enfants dans l'enseignement primaire et secondaire. Nous avons aussi décentralisé la production des statistiques scolaires, tout comme nous avons mené une réforme très ambitieuse sur le paiement des salaires au travers de la banque de tous les enseignants. Et nous avons réussi cet ambitieux programme parce qu'aujourd'hui, tous les enseignants ont la possibilité de toucher leur salaire à travers une banque et tout comme elles ont aussi la possibilité, sur base de leur salaire, d'accéder au crédit. Nous avons créé une mutuelle de santé pour l'ensemble des enseignants, mais nous avons commencé par 2 provinces respectives, la province de Kinshasa et la province du Katanga, qui sont 2 des grandes provinces de notre pays. Et le résultat est très significatif dans cette croisade. Et nous avons donc réalisé une croissance significative des enseignants de l'école primaire, dont le volume est passé de 410 000 enseignants, en tout cas en 2007, à près de 622 000 en 2014. Ceci, notamment, grâce à l'appui financier que le gouvernement apporte désormais dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire. Voilà donc, mesdames et messieurs, distingués invités, l'expérience qu'on allait vous donner en ce qui concerne l'appui du gouvernement. Je crois que tous ceux qui sont passés sur cette estrade ont parlé de l'éducation. Et l'éducation est le fondement des progrès des nations. Et l'éducation est le fondement de l'excellence et le fondement du succès. Et moi-même qui vous parle, je suis donc un produit de l'éducation. C'est le résultat d'une gestion orthodoxe de finances publiques, de la ferme volonté du président de la République, Joseph Kabila, à combattre la fraude et la corruption sous toutes ses formes. Conséquence positive, la gratuité de l'enseignement primaire qui devient de plus en plus une réalité. Le www.congoopportunities.net est le portail internet qui vous permet de revoir ce numéro du magazine Feuille de route. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris à la prochaine. Bonsoir chez vous.